Bonjour à tous. Moi, je vais vous faire un petit retour d'expérience, comme Benjamin l'a dit, sur les différents moyens de lutte contre le gel qui ont pu être mis en œuvre sur les différentes régions au niveau national. Et puis, une petite présentation aussi de nos essais sur 2021, et puis vous dire aussi un petit peu sur ceux dont on travaille sur 2022. Donc, au niveau du sommaire, je vais vous parler de la sensibilité de la vigne au gel, les moyens de lutte et puis donc ses résultats d'expé. Donc vous le savez tous, le changement climatique entraîne de plus en plus des événements extrêmes. On l'a encore vu il y a encore quelques jours. Donc les températures fluctuent énormément, la pluviométrie également, le vent. Et tout ça a pour conséquence de jouer sur le cycle végétatif et bien sûr sur la récolte. Ici, vous avez un petit comparatif annuel là, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, des sommes de température en base 10 sur la station de Mâcon. Et ce qu'on peut voir en fait sur le graphique, c'est que vous avez des fluctuations depuis 2015, donc ça fait 7 ans. Et donc vous voyez les différences de débourrement. Donc en fait, on considère qu'à partir de 38 degrés en base 10, on atteint le débourrement. Et donc, vous voyez, on a pris sur le 1er avril à peu près des dates de température en base 10 et on voit que on a une grosse fluctuation. Et si on met ça sur des années, sur 10, 15, 20, voire 30 années, on voit que le débourrement est de plus en plus précoce. Donc forcément, si le débourrement est de plus en plus précoce, mais que le risque gel demeure toujours, forcément, on va avoir de plus en plus de phénomènes de gelée. Alors pourquoi le risque gel demeure toujours ? Tout simplement parce que il est quand même courant d'avoir des phénomènes de gel au mois d'avril, sauf que c'est pas très courant d'avoir des débourrements relativement tôt au mois d'avril. Et donc forcément, on a un risque qui s'accrue. Au niveau des stades de sensibilité, là aussi, c'est pour vous faire comprendre que plus on va débourrer tôt, et plus on va être soumis à des dégâts qui peuvent être très conséquents. Donc, à faire le distinguo entre les conditions sèches et des conditions humides, c'est-à-dire que pour un même stade, si vous avez une température qui est annoncée, par exemple à -2, vous n'aurez pas forcément le même ressenti si on est sur des températures sèches ou sur des températures humides. Donc ça, plus vous allez être humide à température équivalente et plus vous aurez de dégâts qui seront notés. Et donc là, vous avez les différents degrés entre guillemets de sensibilité vis-à-vis des stades d'avancée. Au niveau des moyens de lutte, donc on a deux types d'actions. On agit soit sur la plante, donc via des biostimulants par exemple, pour déclencher des réponses naturelles au niveau de la plante, ou alors on agit sur l'environnement. Et donc là, pour agir sur l'environnement, on va chercher à augmenter la température de l'air par exemple, ou en tout cas à limiter les pertes de chaleur par radiation. Donc si on prend la première solution entre guillemets en agissant sur la plante, donc vous avez plusieurs éléments qui permettent de stimuler les plantes. Et donc là je vous ai montré un retour d'expérience alors de différents organismes qui ont pu tester différentes molécules. Donc vous avez le chitosan qui a été testé par le CIVC, donc qui montre finalement peu de retours concluants. Vous avez le PEL 101 et le PEL 102, on en a beaucoup entendu parler en 2016 notamment. Donc c'est de la pectine de pomme. Donc on montre un signal pour une réponse biologique avec une application 12 à 48 heures avant le gel. Et on avait là c'est Lyon, la chambre d'agriculture de Lyon qui montrait des résultats de 0 à 50% d'efficacité et une inefficacité contre les grands froids. Alors une efficacité contre les grands froids, qu'est-ce que ça veut dire ? Là le PEL 101 il va avoir une action quand on va se trouver autour des -1, -2 degrés, et encore une fois ça va dépendre aussi de l'humidité qu'on va avoir lors de l'événement GELIF. On a aussi un produit à base d'homéopathie, donc le Climaplan, à base d'huiles essentielles, de l'ithotame, donc c'est de l'argile et du soufre. On applique ça au moment des pleurs de la vigne.
Et le CIVC avait essayé ça l'année dernière, alors avec des températures quand même qui étaient très, très basses, hein, et qui n'a pas forcément montré de résultats très concluants. En Autriche, il y a eu des expérimentations sur la pulvérisation d'huile végétale pour décaler en fait le débourrement. Donc les expés qui ont pu être mis en place là-bas montraient un décalage jusqu'à 8 jours du débourrement. Donc c'est relativement intéressant, hein, notamment quand on voit donc, les débourrements qui sont de plus en plus précoces. Donc ces huiles végétales, il y a plusieurs types d'huiles végétales qui ont été utilisées, soit de l'huile de soja, soit de l'huile de colza. Juste pour info, nous en Côte d'Or, on a un viticulteur qui a réussi à se procurer un produit qui vient d'Autriche, donc on aura sans doute quelques résultats sur cette année. Autre solution sur la plante, c'est des flashs UVC. Donc c'est le même principe que ce que vous pouvez avoir avec par exemple la société UV Boosting. Voilà. Donc le but, hein, c'est de stimuler les défenses naturelles de la plante par un flash UV. Donc c'est une stimulation 24 heures et 48 heures avant le gel. Au niveau des essais que le CIVC avait menés l'année dernière, on a 30 à 40% de bourgeons gelés en moins, donc c'est relativement intéressant. Après, la contrainte, c'est qu'il faut passer ça dans tous les rangs, donc ça fait forcément un chantier qui est relativement qui prend du temps. Et puis il y a l'achat des panneaux, et vous voyez, hein, le prix par panneau, c'est 18 000 €. Donc forcément, ça représente un certain coût. Autre action sur la plante, en créant des barrières physiques cette fois. Donc vous avez le système très bien connu de l'aspersion. Donc l'efficacité elle a été largement prouvée. Ça nécessite quand même une installation qui est relativement pointue avec un entretien. Si vous voulez avoir des résultats qui sont les plus satisfaisants possibles, il faut bien évidemment entretenir ce réseau. Donc ça peut là aussi représenter une certaine contrainte vis-à-vis de cette technique. Et puis bien évidemment, il faut l'eau. Donc ça représente des quantités assez conséquentes, et donc un dispositif qui n'est pas forcément facile à mettre en place, notamment quand on est tout seul, quoi. C'est plutôt de la lutte collective. Et puis un autre essai, alors en Suisse cette fois-ci, sur une mousse isolante, hein. Donc le but c'est de créer justement avec des couches d'air superposées pour limiter, faire une isolation naturelle entre guillemets. Mais ça, on a très peu de retours. Et quid de ce qui se passe quand on a un peu de vent, la mousse ou de la pluie, hein, tout simplement. On ne sait pas si la mousse restera en place sur les événements gelifs. Donc, autre solution, c'est d'agir sur l'environnement. Et ça, je pense que vous l'avez bien vu médiatisé sur ces derniers jours. Donc, par des principes de chauffe. Vous avez plusieurs sociétés qui proposent différents moyens de lutte contre le gel pour essayer de réchauffer l'ambiance, la température ambiante au niveau des parcelles. Donc vous avez le Frostbuster. Donc ici, c'est des résultats qui ont été faits dans le pays de Val-de-Loire. Où vous voyez en fait l'efficacité de la machine avec une température qui était affichée à moins 4,9 degrés. Donc on couvre une surface qui est relativement petite par rapport à ce qui est annoncé par le constructeur. Donc c'est pas forcément une solution qui est très envisageable. Le principe, c'est des bonbonnes de gaz avec derrière un canon à air chaud. Et le but donc c'est de réchauffer l'air ambiant. Alors oui, celle-ci, elle ne pivote pas, mais vous en avez, ou sur le dispositif, vous avez ce canon-là qui est monté sur un moteur, et vous avez une rotation qui s'effectue de façon à avoir une orientation 360 degrés de la propulsion de l'air. Vous avez les classiques bougies, donc là l'efficacité on la connaît aussi, ça va dépendre notamment de la densité, donc du nombre de bougies que vous allez disposer à l'hectare. On a quand même des plutôt bons résultats. Après au niveau de la température, c'est toujours pareil, ça va dépendre de si on est température humide ou température sèche entre guillemets. Donc ça, je n'ai pas besoin de trop détailler. Vous avez des systèmes qu'on voit de plus en plus, des chaufferettes à pellets.
Donc c'est ces dispositifs qui sont ici. Le but, c'est un mini poêle, tout simplement. Vous avez une cuve dans laquelle vous avez des pellets qui sont emmagasinés dedans. Et puis vous allumez et vous avez un espèce de chauffage sur l'ensemble des parcelles. Là aussi, l'efficacité va dépendre de la densité que vous allez mettre à l'hectare. Mais ça fonctionne quand même plutôt bien. Ça représente un certain coût, et puis l'inconvénient, c'est qu'il faut pouvoir aussi les stocker. Parce que si vous en achetez beaucoup, il faut pouvoir avoir un entrepôt derrière pour pouvoir les stocker. Et puis vous avez aussi un autre système qui est ici, on appelle ça un booster. Donc ça, c'est un énorme canon dans lequel vous avez donc différentes cuves à pellets. Et le but, c'est de créer une grosse source de chaleur. Et là, comme vous le voyez, il y a un montage où vous avez une hélice qui est juste derrière, de façon à propulser l'air chaud qui est produite par ce booster. Donc le CIVC avait testé ça l'année dernière aussi, et donc le témoin avait gelé à 85%, et puis la partie protégée avait gelé à 14%. Donc vous avez quand même un beau delta. Alors ça représente, ce qu'il faut savoir, c'est que ça représente quand même un certain coût déjà de l'achat au niveau de la chaufferette, puis après derrière il faut recharger chacune des cuves en pellets. L'année dernière, quand on a 3 voire 4 nuits d'affilée, ça représente un certain nombre de sacs de pellets à mettre dans la parcelle. Les câbles chauffants, donc on en a d'ailleurs sur le salon, on a une efficacité jusqu'à 32% de bourgeons de différence par rapport au témoin, et on a jusqu'à 37% de rendement sur l'essai qui avait été fait par le CIVC l'année dernière. Donc c'est relativement intéressant. Après, là aussi, c'est un certain coût. Le plus gros inconvénient, c'est la source d'énergie, puisque c'est soit comme vous le voyez sur la photo, c'est des gros groupes électrogènes type EDF, ou alors il faut se brancher directement sur le réseau, mais ça a aussi un certain coût. Vous avez un autre type de câble chauffant. Là, ça fonctionne par infrarouge. C'est en cours d'évaluation, on a mis en place un essai cette année. J'ai pas de données à l'heure actuelle à vous transmettre. En revanche, ce qui est intéressant, à l'inverse du câble chauffant, c'est que en électrique classique, c'est que là en fait vous avez un rayon d'action qui serait un petit peu plus grand que le câble chauffant électrique classique. Je vous ai pas dit, mais ici on voit bien que le câble chauffant il est installé sur le fil de la baguette et entre la baguette. Donc il faut impérativement être sur une taille qui permette de protéger la baguette et d'avoir les baguettes qui sont couchées à ce moment-là. Donc ça contraint aussi en termes de chantier. On a eu la... Non, je peux parler? Sébastien? Ah, ça marche? Merci. On a eu la chance hier lors de la deuxième conférence d'avoir une présentation effectivement, mais qui dit ce que tu viens de préciser, que sur la diapositive précédente, ouais. la limitation de la zone réchauffée. C'est ça. Donc en fait, on a une zone d'action. Le but, c'est pas c'est de chauffer par conduction. En fait, le bois et la sève, c'est pas de créer un environnement très chaud autour de la baguette. C'est vraiment en fait de réchauffer l'intérieur de la baguette pour éviter d'avoir un trop gros delta de température. Donc forcément sur le courson par exemple, qui peut se situer en dessous forcément de la baguette, vous avez une protection qui est minime. Alors que sur le câble infrarouge, vous auriez un rayonnement qui serait un peu plus important, et donc on pourrait éventuellement couvrir les bourgeons qui se trouveraient au niveau du courson. Là encore, c'est de l'hypothèse, il faut qu'on vérifie ça sur des tests. Vous avez les hélices, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc il y a plusieurs essais qui ont été menés. Donc là, c'est la chambre de Lyon qui a fait un essai. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a des gros écarts entre les surfaces couvertes
par ce type de matériel. Ici, vous avez un effet visible de 1,5 à 3 hectares, donc on fait du simple au double. Donc bon, je vous dis, hein, c'est assez aléatoire. Sur les 4 hectares qui sont annoncés, ça dépend notamment de la circulation de l'air, mais aussi de la force du vent. Si vous avez beaucoup de vent, ça ne sert à rien de mettre une éolienne, hein, concrètement. Et puis aussi, ça dépend du type de gel. Si vous avez un gel advectif, c'est-à-dire que vous avez une très grosse couches d'air en termes des stratifications qui sont faites en termes verticales, comme l'année dernière par exemple, vous allez avoir une couche d'air froide qui va être jusque très haut en altitude. Ce genre de dispositif ne va pas servir à grand chose puisque vous allez rabattre de l'air froid qui est déjà trop froid par rapport à ce qu'il faudrait. Donc ça marche bien sur des gels radiatifs parce que justement vous allez replaquer de l'air chaud qui est un petit peu en altitude sur de l'air qui est plus froid au niveau de la baguette. Donc faire très attention aussi au niveau donc, de la topographie. Là, vous avez une flèche qui vous montre le sens de la pente et puis vous avez des chiffres qui indiquent les pourcentages de dégâts. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une circulation qui n'est pas forcément optimale quand on voit tout en bas à gauche là, des dégâts qui sont beaucoup plus prononcés. Oui, pardon, j'ai pas précisé. En fait, on la voit pas bien, mais oui, elle est là. Donc après, il y a eu des essais qui ont été réalisés avec encore des hélices, mais cette fois-ci avec des points chauds disposés autour de la parcelle. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une bonne efficacité. Donc ça, c'est la Chambre du Pays de la Loire qui avait fait des essais et qui avait fait cette cartographie-là. Et ce qu'on voit donc, c'est qu'on a une bonne efficacité. Notamment là, on a une source de chaleur. Alors c'est pas des bougies, hein, c'est vraiment des choses, des dispositifs qui sont assez conséquents. Une bougie avec la force de l'éolienne, elle va s'éteindre. Hein. Donc là, c'est comme vous voyez, hein, c'est des espèces de gros bras zéro qui ont été mis en place. Et donc là encore, en fonction de où est-ce que vous allez mettre ces dispositifs-là sur la parcelle, vous allez avoir une efficacité qui va être plus ou moins importante. Autre petit test qui avait été fait. Là, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est le dispositif vis-à-vis de la forêt que vous avez en haut à droite. On a une humidité qui est ressortie en fait de la forêt, et donc on a une couverture qui est moins importante. Vous voyez en fait que là, on aurait dû avoir quelque chose au niveau de la protection qui serait un petit peu plus comme ceci. Et là, on a chassé de l'air humide et qui a finalement aggravé la situation. Donc là aussi, il faut faire très attention là où vous positionnez votre tour antigel. Alors, autre moyen quand on agit sur l'environnement, c'est par perte de radiation. Et donc ça, on a quelques essais qui ont été menés, là encore, au Pays de la Loire l'année passée, avec des bâches de type maraîchage. Donc on appelle ça du P30. Et cette année, on a mis ça en place aussi chez nous. Et ce qu'on va regarder aussi, c'est que dans cette même parcelle, on ne le voit pas du tout, mais vous avez un témoin, vous avez des câbles chauffants, vous avez une bâche et des câbles chauffants, et la bâche seule. Et donc là, on a mis des capteurs à l'intérieur, et puis on va regarder un petit peu la différence qu'on peut avoir entre les différents moyens de lutte pour voir leur efficacité. Ici, donc les résultats qui avaient été faits l'année passée. Donc vous voyez que le témoin, il a gelé à 85,2%, le voile, on est à 11,7%, et les bougies à 4,9%. Donc quand on parle d'un petit peu écologie, on voit que le voile, ça pourrait permettre une solution qui serait assez intéressante. Après, la contrainte, c'est la mise en place. C'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir. Et par rapport au vent, c'est pareil. C'est des voiles qui sont assez sensibles. Donc si vous avez des vents qui sont assez forts, vous pouvez avoir des déchirures au niveau du voile. Oui, on voit sur ta photo que tous les, je sais pas, les 5 mètres ou même peut-être un peu moins. Oui. Des... Alors ici, en fait, pour éviter, c'est toujours pareil, hein, c'est comme là, pour éviter que vous ayez naturellement la bâche qui se plie entre les piquets. Là, le viticulteur, il a mis des espèces de piquets à l'envers, donc dans l'autre sens, de façon à retenir justement cette bâche et pour éviter qu'on ait un creusement naturel qui se fasse. Donc c'est un dispositif, voilà, on l'a mis en place depuis cette année. Il faut
Je pense que le Pays de la Loire a beaucoup travaillé sur la question, donc il faut s'inspirer de ce que eux ils font. Mais il y a quand même de la réflexion à avoir là-dessus. Autre principe aussi, c'est l'entretien des sols. Alors c'est peut-être bête, mais ne pas travailler votre sol entre 2 à 5 jours avant un épisode de gel, ça permet quand même de limiter une remontée d'humidité. Et quand on l'a vu tout à l'heure, les températures vis-à-vis de l'humidité, il y a un rôle à jouer là-dessus. Donc pour éviter de perdre naturellement en fait, des degrés là-dessus. Au niveau des résultats d'expérimentation, donc nous, l'an passé, on a beaucoup travaillé sur des essais de date de taille, et notamment donc, la taille tardive. Alors on n'invente rien, c'est des choses qui existent depuis très longtemps. Et donc on a reconduit encore une fois là, cette année les essais. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est 3 parcelles avec des modalités différentes pour vous montrer l'intérêt d'une taille tardive vis-à-vis du gel. Donc l'an passé, on a fait 3 essais, donc une en côte de nuit avec 2 parcelles différentes, une de chardonnay, une de pinot noir, et puis une en côte de beaune avec du chardonnay. Donc vous avez à chaque fois des modalités qui sont différentes. Sur la première parcelle en chardonnay en côte de nuit, on a 4 tailles définitives, c'est-à-dire en une seule fois, avec 4 dates différentes et des baguettes qui sont soit pliées, soit non pliées. Sur la parcelle de Pinot en côte de nuit, vous avez une taille complète le 16 décembre versus un démontage le 16 décembre et un plumage le 10 mars. Alors qu'est-ce que c'est que le plumage ? Parce qu'on a des termes qui ne sont pas forcément les mêmes partout. Le plumage, en fait, c'est après le démontage, donc après la sélection de vos sarments qui vont vous servir de futures baguettes et de futurs coursons, c'est de redimensionner ces sélections de sarments qui vous serviront pour la baguette et pour le courson. Donc le plumage, c'est tout simplement venir supprimer l'excédent au niveau dimensionnement de mon courson et puis de la baguette. Donc le but, c'est de voir si on arrive à avoir les mêmes efficacités entre une taille qui est en une seule fois versus une taille en 2 fois. Et puis le dernier essai, donc on a 2 dates de taille en une seule fois versus 2 dates de taille avec un démontage au 1er février et un plumage à 2 dates différentes. Alors, au niveau du protocole d'observation, on a regardé donc les stades phénologiques des bourgeons pour voir le décalage qu'on peut avoir au niveau du débourrement. On a regardé bien évidemment les dégâts de gel. On a fait un comptage du nombre d'inflorescences. Et puis, on a dénombré en fait le poids et les grappes par cep de façon à avoir un rendement théorique. Donc sur la parcelle de Pinot Noir en Côte de Nuit, qui était en situation géographique de plaine, en appellation régionale et sur du porte-greffe, qui était le SO4, à préciser qu'à chaque fois, on prend toujours le même matériel végétal pour éviter des biais. Donc là, vous avez le comptage au niveau de la comparaison des stades végétatifs au 7 avril. Donc c'était le matin du premier événement GELIF de 2021. Ce qui est assez intéressant de regarder, en fait, c'est les stades extrêmes. C'est-à-dire qu'en bleu, vous avez la taille précoce en une seule fois. Et puis en orange, vous avez la taille en 2 fois avec un plumage le 10 mars. Ce que vous voyez, c'est que vous avez quand même une nette différence au niveau des stades végétatifs. Au niveau bourgeons dans le coton, on a nettement plus de bourgeons dans le coton dans la modalité qui a été taillée le plus tardivement. Et puis à l'inverse, au niveau éclatement du bourgeon, vous avez beaucoup plus de stades éclatement du bourgeon dans la modalité taillée précocement que dans la modalité taillée au 10 mars. Et vous avez en dessous les degrés de résistance au gel. Donc vous voyez quand même que c'est assez intéressant. Alors, au niveau des dégâts de gel, est-ce qu'on retrouve ça ? Donc, pour la taille définitive, le 16 décembre, on a 47% de bourgeons gelés. Et pour le 16 décembre et le 10 mars, on est à 62% de bourgeons non gelés. Donc on a quand même un petit delta. Ça fait 15% de différence sur les bourgeons épargnés. Ça représente quand même 30% de dégâts en moins. Ce qui est intéressant de voir après derrière, c'est si ces 30% de dégâts en moins, on les retrouve aussi sur le rendement.
Donc au niveau du comptage des inflorescences, sur la date de taille précoce, on est à 7,7 inflorescences par pied, comparé à 11,8 inflorescences par pied sur la modalité taillée tardivement. Et puis sur le rendement, vous voyez, on retrouve ce delta en fait. On est à 56,24 en hectolitres par hectare sur la taille faite le 16 décembre, contre 75,03 pour la taille effectuée avec le plumage le 10 mars. Donc on retrouve 33% de différence. Donc c'est les 30% de dégâts qu'on avait en moins, on les retrouve là. Sur la deuxième parcelle, donc parcelle de chardonnay en côte de Beaune, en situation bas de coteau sur des grands crus sur du 161-49. Alors là on a un peu plus de modalités. Je vous rappelle, donc les deux extrêmes, le vert et le bleu, c'est des tailles qui ont été effectuées en une seule fois, à deux dates complètement différentes. Vous avez le 1er février et le 31 mars. Puis au milieu, en jaune et en rouge, vous avez deux dates de taille différentes avec un démontage le 1er février, donc la même date que la première modalité taillée précocement, et un plumage soit le 12 mars, soit le 31 mars. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué à la lecture. Là encore, ce qui est intéressant de regarder, c'est le delta que vous avez entre la modalité donc taillée le 1er février en une seule fois. Vous avez très peu de bourgeons dans le coton et vous avez le plus de proportion du stade éclatement du bourgeon. Et puis, si on prend le bloc de 3 sur les modalités suivantes, on a quelque chose qui a l'air donc d'être complètement différent et significativement différent par rapport à la première modalité et qui se ressemble entre les trois modalités. Donc on montre bien qu'on a un différentiel entre les différentes modalités vis-à-vis des stades phénologiques. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'une taille en une seule fois le 31 mars et deux tailles faites en deux fois, on a à peu près les mêmes résultats. Donc ça veut dire qu'en termes d'organisation de chantier de travail, ça peut être intéressant. Sur les dégâts de gel, donc pour la modalité taillée en une seule fois le 1er février, on a 57% de bourgeons gelés. Pour la taille en deux fois le 1er février et plumé le 12 mars, on passe à 39% de bourgeons gelés. Pour la taille en 1er février, plumage le 31 mars, exactement la même valeur, 39%. Et pour la taille définitive en une seule fois, donc le 31 mars, 37%. Donc là encore, on observe qu'une taille en deux fois ou une taille en une seule fois, et avec des dates qui naviguent entre le 12 mars et le 31 mars, on a les mêmes résultats. Donc ça fait, là encore une fois, 31% de dégâts en moins. Donc à retenir si on retrouve ça au niveau du rendement. Ici, vous avez donc le nombre d'inflorescences et les rendements. C'est un petit peu plus compliqué, l'interprétation ici. La modalité qui répond le moins bien, donc c'est la modalité qui a été taillée le plus précocement en une seule fois le 1er février. Et puis après, vous voyez que c'est pas très franc, hormis pour la modalité en jaune, là, avec 1er février, plumage le 12 mars, où là on a une nette différence au niveau du nombre d'inflorescences qui se retrouve aussi sur le rendement. Et puis les deux autres, finalement, on a à peu près le même rendement que la première modalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On a une modalité qui répond bien, et on a trois modalités qui répondent finalement pas forcément très bien. Est-ce que la taille n'a pas été trop tardive ? C'est-à-dire que plumer le 31 mars ou tailler en définitive le 31 mars, on était déjà sur des bourgeons qui étaient débourrés. Donc on avait principalement des stades autour de pointe verte à éclatement du bourgeon. On sait que Alain Deloire avait fait des travaux là-dessus. On sait que si on vient tailler trop tardivement, on a tendance à venir ce qu'on appelle saigner la vigne et donc épuiser la vigne. Le phénomène d'acrotonie, de la concentration de la sève qui fait qu'on a des bourgeons qui débourrent beaucoup plus vite sur les bouts de baguette, c'est un peu le même principe ici, c'est-à-dire que vous avez finalement une perte de la sève quand vous taillez trop tardivement. Donc faites attention, on sait qu'on a un gain en taillant tardivement, mais il ne faut pas aller trop loin pour éviter de faire le phénomène complètement inverse. Dernière parcelle en appellation village sur du 161-49. Donc là on avait 4 modalités différentes. Souvenez-vous, c'est que une seule date de taille en une seule fois, le 14 janvier, le 15 février, le 15 mars et le 31 mars. Les deux premières modalités
ont des baguettes pliées et les deux dernières modalités ont des baguettes non pliées. Donc là, pareil, relativement intéressant. Ce qu'on observe, c'est que sur les 2 premières modalités, on a un stade éclatement du bourgeon majoritairement, on a quasiment à 100%, hein. Alors que sur les 2 autres modalités, on est quasiment en 50-50, entre pointe verte et éclatement. Donc on a bien un retard au niveau de notre développement végétatif. Au niveau des dégâts, alors je raisonne 2 à 2, parce que forcément, entre du baguette pliée versus non pliée, ça n'a pas d'intérêt, puisqu'on n'a pas exactement les mêmes dates de taille. Donc là, je regarde la taille du 14 janvier versus 15 février. On a finalement les mêmes valeurs. Et puis, si on regarde les 2 autres, le 15 mars et le 31 mars, là, c'est assez intéressant, puisque finalement, on gagne quand même... alors déjà, on gagne 10% entre les 2 modalités d'avant et la modalité du 15 mars. Et puis après, on passe de 20% à 50% de bourgeons sauvés entre le 15 mars et le 31 mars. Donc là, on a quelque chose de relativement intéressant. Au niveau du nombre d'inflorescences, donc pas de différence sur les 2 premières modalités, c'est ce qu'on a vu aussi sur les dégâts de gel. Et puis là, sur les deux dernières, on passe de 4,5 à 8,2. Donc là, ça montre aussi une nette différence. Alors j'ai pas de résultat malheureusement sur les rendements, parce que le viticulteur nous a pas prévenu de la date de vendange. Donc on est passé à côté malheureusement. Mais on peut supposer via les différents résultats que je vous ai montrés qu'on aurait sûrement une différence positive au niveau de la date taillée le plus tardivement. Petite vigilance à avoir sur les dates de taille. Si vous venez tailler en définitive, lorsque vous venez tirer du bois sur des bourgeons qui sont déjà bien développés, vous allez faire beaucoup de casse. Donc là, ici, vous voyez que la taille du 31 mars, il y avait 44% de pieds avec au moins un bourgeon qui a été arraché par le tirage des bois. Donc, tailler tard, je reviens sur la conclusion de tout à l'heure, oui, mais pas non plus jusqu'à des stades qui soient trop développés. Et sur de la taille en une seule fois, éviter vraiment de dépasser le stade bourgeon dans le coton, quoi. Sinon vous allez arracher vraiment beaucoup de bourgeons, et ce même s'ils ne gèlent pas. Donc pour la conclusion, vous avez une taille tardive qui retarde le développement des bourgeons, on l'a bien vu, donc moins de dégâts de gel et plus de récolte, donc relativement intéressant. Et puis une taille définitive en une seule fois ou une taille en 2 fois avec un plumage un peu plus tardif, on a les mêmes effets au niveau du gel et du rendement. Donc c'est un petit peu plus simple, on va dire, de tailler en 2 fois qu'en une seule fois, notamment quand on a beaucoup de surface, parce que tailler une grosse surface sur un laps de temps relativement court, c'est assez compliqué, alors qu'une taille en 2 fois, ça peut vous permettre de faire un premier démontage relativement précoce, et puis la deuxième taille, le plumage, qui est beaucoup plus rapide, avec en plus un sécateur manuel plutôt qu'un sécateur électrique, avec beaucoup plus de précision, on a un débit de chantier qui est relativement important. Donc ce type de taille, ça peut vous permettre de réaliser vos chantiers de taille dans un laps de temps relativement court. Et cette adaptabilité de taille, elle n'est peut-être pas forcément vouée à être sur l'ensemble du domaine. Il faudra bien évidemment la dimensionner en fonction de vos précocités de parcelles. Oui. Les limites, on l'a vu, c'est tailler tardivement, oui, mais pas trop. Si je devais donner un stade, je dirais qu'à partir entre pointe verte et éclatement du bourgeon, on peut commencer à avoir un effet délétère au niveau du rendement. Donc essayez de ne pas trop dépasser ces stades-là quand vous venez tailler. Le tirage des bois peut endommager les bourgeons. Donc là encore, ça confirme qu'il ne faut pas forcément dépasser le stade trop évolué. Et derrière, forcément, vous aurez moins de récolte. Si vous venez tailler trop tardivement, on l'a vu, on a un affaiblissement de la vigueur par perte d'une partie de la sève brute. Et ça, on se pose la question, si on fait ça chaque année, à un moment donné, on imagine qu'on va grandement diminuer la vigueur des pieds et peut-être même engendrer des pertes au niveau des cèpes. Voilà, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions ? Sébastien, merci. Déjà, moi personnellement, te remercier de rien. D'avoir remplacé Christine, mon amie, au pied levé. Et puis on va rentrer dans la petite séquence
habituel de commentaires, questions, réactions. Qui veut commencer? Vous pouvez élargir. Alors là, Oui. au pied levé, on a parlé de la lutte contre le gel, mais on peut, s'il le faut, Oui, il n'y a pas de souci. aller sur lutte contre la grêle et puis lutte contre la canicule. On n'a peur de rien. Ouais. C'est les aléas climatiques au sens large. On va commencer par le gel. Bonjour, Bonjour. j'avais juste une question sur la bâche, le voile. Ouais. C'était pas censé être interdit sur n'importe quelle appellation de couvrir ces vignes? Alors, ça c'est France, relativement France. compliqué. Au niveau des cahiers des charges, hein, ça va dépendre un petit peu de chacune des régions. Là-dessus, effectivement, il faudrait se rapprocher au niveau de vos ODG. Sachez que rien n'est impossible. À partir du moment où vous faites une demande d'expérimentation, par exemple, auprès de vos ODG, vous avez le droit de mettre en place ce genre de dispositif. Donc il faut vous rapprocher de vos interprofessions pour vous poser la question et éventuellement mettre ce genre d'essai en place. Ouais, on l'a déjà évoqué dans une précédente conférence d'hier. C'est vrai que l'INAO, donc après il faut effectivement se rapprocher des ODG, a ouvert depuis 2 ans, je crois, vraiment a entrouvert des portes à l'expérimentation sous la bannière changement climatique. Donc c'est possible, en passant quelques étapes. Oui, il y a des étapes administratives, mais ça peut... Voilà. C'est possible. Deuxième question. Oui, bonjour, Luc Pasquier, Gann Assurance. Vous avez présenté différentes techniques de lutte contre le gel, mais est-ce qu'il y a des essais de combinaison de ces différentes techniques? Oui, je vous en ai présenté une avec les câbles chauffants et les bâches. On l'a mis en place cette année, donc j'ai malheureusement pas de résultats à vous donner là. Mais oui, donc ça a été testé. Et puis la combinaison, comme je vous l'ai montré, hein, tour hélice là, plus brasero ou chaufferette quoi, en gros, montre des bons résultats. Mais encore une fois, ça va dépendre du type de gel. Étant donné qu'on a 2 types de gel qui existent, la tour anti-gel elle va fonctionner sur du gel radiatif, elle ne fonctionnera pas sur du gel advectif, et donc une combinaison est pas forcément la meilleure, la combinaison de 2 méthodes n'est pas forcément la meilleure solution. Alors ça, à ma connaissance, ça n'a pas été testé. Ouais, pour qu'elle soit captée, hein, je redis la question. Hein, c'est une combinaison produit de traitement qu'on a vu, Oui. que tu as évoqué. Au niveau stimulateur de défense, hein. Ouais. Ça, à ma connaissance, ça n'a pas été évalué. Mais bon, tout ce qui est biostimulant, il y a des choses intéressantes. Hein. On l'a vu notamment avec les UV, et puis éventuellement il y avait le PEL101. Ça reste quand même relativement lourd à mettre en place, notamment pour les UV. Mais ce serait effectivement intéressant de tester les deux pour voir finalement si on a une meilleure résistance en combinant les deux. Autre question, commentaire? Alors oui, le problème c'est le lessivage. Donc le PEL, s'il pleut, qu'est-ce qui se passe? Donc effectivement, c'est ça. Ouais. S'il pleut, faites-le, on va avoir du lessivage. Donc, voilà. Il y a des limites sur ce genre de dispositif-là. Ça reste quelque chose de très compliqué. Ça, malheureusement, je n'ai pas de réponse. Je vais me faire l'écho de la question. Hein. C'est ça, bien ça. C'est que si on applique des produits, effectivement, quid, mais tu l'as dit aussi sur d'autres solutions. Ouais. Quoi. Sur quid de cette période entre l'application du produit, voire même humidité forte comme on a eu, nous, en début de semaine, et gel. Donc oui, comment on fait quoi. Tout à fait. Ouais. En fait, vous n'avez pas du tout parlé d'une autre technique de lutte contre le gel. C'est la production de brouillard. De fumée. Alors, je voulais savoir ce que vous en pensez. Alors, fameuse thermonébulisation. Oui, alors il y a plusieurs choses. Historiquement, on mettait des ballots de paille autour des parcelles et on allumait ça. Le but de créer ce brouillard-là, c'est d'empêcher en fait la fuite de chaleur qui est au niveau du sol, donc par radiation. Donc ça peut éventuellement fonctionner. Il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a donc là, comme tu l'as dit Benjamin, la thermonébulisation.
Historiquement, l'armée faisait ça avec des énormes camions là, pour imbuer l'ennemi. Ça, ils savent bien faire ce système-là. Et puis maintenant en vigne, on en a. Nous, on l'a jamais testé, ce qui fait que je pourrais pas vous en parler plus que ça. Encore une fois, ça va fonctionner sur un certain type de gel et surtout s'il n'y a pas de vent. Et voilà. Puis après là, moi j'en parle en connaissance de cause, toutes ces méthodes de lutte qui effectivement se limitent pas à la parcelle posent question, quoi. Enfin, encore une fois, mais on respecte, hein, mais voilà, alors là je parle aux professionnels, quoi, qui sont là, on lutte dans sa parcelle, mais avec ces systèmes-là, malheureusement le système de lutte va bien au-delà, et puis voilà, il se pose des questions de partage du territoire. En clair, quand le brouillard va sur l'autoroute qui est en proximité, la route qui est en proximité, l'aéroport. Non, je le dis en plaisantant, mais ouais, c'est le problème des techniques qu'on peut limiter à la parcelle ou pas. D'autres commentaires, réactions ? J'en ai un, moi j'aime bien à chaque fois. Effectivement, donc là, tu nous as fait des présentations sur la technique. Tu as pu, quand tu avais les données, j'ai l'impression, aller sur de l'économique. Ah oui, alors j'en ai pas parlé. Et voilà. Mais je me permets, je sais que vu que dans le réseau Chambre, il y a aussi des travaux, mais c'est vrai que tu as cité plusieurs fois qui sont faits plutôt dans le Val-de-Loire, où ils ont des simulateurs technico-économiques, voire assurantiels, parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes de l'assurance dans la salle. Il y a des outils, effectivement, qui permettent d'aider les viticulteurs à réfléchir d'un point de vue économique. À un moment, j'ai des solutions techniques, mais à quel prix sont-elles ? Voilà, ramener au prix de l'hecto, du col, et puis voilà, ça c'est pensé, pas présenté, mais peut-être... Oui, effectivement, tu fais bien de le souligner. Toutes les techniques que je vous ai présentées là, il y a un coût, forcément. Et donc, c'est adapté en fonction de la capacité d'investissement que vous pouvez avoir et puis aussi des plus-values que vous faites sur les parcelles, quoi. Nous, je vois en Côte d'Or, on a des plus-values qui peuvent être relativement fortes sur certaines appellations, donc des protections très, très coûteuses mais qui peuvent être mises en place. Et à l'inverse, on a des appellations qui ont beaucoup moins de valeur ajoutée et qui du coup sont pas forcément celles sur lesquelles il va y avoir un dispositif qui va être mis en place.